Et si l'on prenait le temps de méditer et de se détendre avec nos enfants, pour cela, rien de mieux que le yoga en famille, c'est ce que nous allons voir dans cette édition. Le téléphone portable rend de fiers services dans les bergeries, la preuve dans une ferme des Hautes-Alpes où les exploitants se sont mis à l'heure du numérique. Le soleil peut-il transformer l'eau de mer ou l'eau impropre à la consommation en eau potable? Eh bien oui, le procédé mis au point par une start-up varoise est actuellement présenté sur le port de Saint-Raphaël. Exposées sur le port de Saint-Raphaël, ces drôles de boules ont quelque chose de magique. Elles transforment l'eau salée en eau potable. Prélevée quelques mètres plus bas dans la mer, l'eau impropre à la consommation arrive dans ce grand tube. Là, on a exactement 36,5 grammes de minéraux de sel par litre d'eau. Ce qui n'est pas buvable en fait, c'est l'eau de mer en fait. Elle est ensuite envoyée dans ces grandes sphères chauffées uniquement par les rayons du soleil et la réverbération de ces miroirs. La température atteint alors à l'intérieur les 100 degrés, tuant tous les germes et bactéries. Cette eau de mer avec la chaleur va s'évaporer tout simplement, comme dans une cocotte minute. Et l'eau évaporée se trouve là et descend le long des parois. Et nous récupérons l'eau douce juste en bas. À la sortie, il n'y a plus que 0,6 g de sel par litre, l'équivalent d'une eau minérale achetée dans le commerce. En à peine 6 heures, l'eau prélevée dans la mer est donc devenue potable. On sent rien, elle est vraiment pas d'arrière-goût. Moi qui suis plongeur du port ici, où j'ai l'habitude d'avoir de l'eau salée tout le temps dans la bouche, là franchement c'est une eau douce, elle est nickel. Peu coûteux et autonome, ce système pourrait devenir une solution aux problèmes d'eau dans certaines régions d'Asie et d'Afrique. Chaque sphère a une performance assez intéressante puisqu'elle produit entre 10 et 20 litres d'eau par jour et par sphère. Donc imaginez un endroit où vous en installez 100, 200, 1000, 2000. Donc c'est des milliers de personnes qui vont pouvoir avoir accès à une eau potable quotidiennement. La Chine, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Iran, pays qui sont confrontés au manque d'eau, se sont déjà montrés très intéressés par ce système. Les agriculteurs à l'heure du numérique, des applications pour smartphones simplifient désormais le travail des exploitants. C'est le cas par exemple dans cette ferme familiale des Hautes-Alpes où la bergerie est gérée grâce à un smartphone. Donc je vais biper son numéro, ça va me l'envoyer sur mon portable. Et ici, je vais pouvoir enregistrer son agneau. Donc je regarde, c'est un mâle, donc je clique sur mâle, OK. Avec ce bâton de lecture et ce téléphone, la vie de Lucie est devenue plus facile. Déclarer chaque naissance, c'est une obligation légale. Et nous, c'est une facilité puisqu'après, on va pouvoir retrouver toute la carrière de la brebis avec toute sa production sur la base de données. Une technologie rendue possible grâce à ces médailles électroniques, obligatoires depuis le 1er janvier 2010. Donc c'est là, ici, vous avez le numéro de notre exploitation et puis le numéro de la brebis. Les données sont transmises et consultables directement sur smartphone via une application, un carnet de santé en somme. Donc ici, j'ai son âge, sa race, mais le plus important pour nous, sa production. Donc elle a fait 5 mises bas avec 9 agneaux nés. Et on voit qu'il y a eu plusieurs issues. Donc soit on les a gardés en reproducteur pour le troupeau, soit qu'ils sont partis à la boucherie. C'est officiel, le faire-part de naissance de ces deux agneaux est en ligne. Ici, on synchronise le téléphone au logiciel. Quelques clics et le cheptel est mis à jour. Ah bah c'est bon. Daniel, 220 au total. Oh, c'est bon, on s'est amélioré en mortalité, là, ça va mieux. En 2005 déjà, dans cette ferme, on adhère au numérique. Michel est une des pionnières à utiliser un logiciel. Elle comprend très vite l'utilité d'une telle avancée. Ça permet d'évoluer dans le travail, dans le suivi, et de faire un meilleur suivi. Et... Ah non, on repartirait pas, quoi, parce que là, franchement, on sait tout de suite, quoi. Depuis un an, c'est ainsi que la famille Blanc gère ses ovins. Une pratique numérique qui peine à décoller. Sur plus de 500 éleveurs haut-alpins, 20% utilisent ce logiciel. Transformer des larves de mouches en matière première pour l'alimentation animale, c'est le pari que s'est lancé une ferme expérimentale des Bouches-du-Rhône. Le procédé est déjà très avancé. Cet aliment du futur pour les poissons et les poules pourrait prochainement être produit en quantité industrielle. Pour obtenir cette poudre de protéines, il faut d'abord bien nourrir la larve de la mouche soldat noir. Elle n'est pas très difficile. Elle aime les fruits et légumes. Alors dans la ferme pilote à Château-Renard, avec des denrées gâtées, on lui prépare un compost spécial.
Écoute, tu vois, elles sont bien parties là, on a quand même un lot qui est plutôt homogène. Elles bougent bien, elles ont bien attaqué le substrat, donc c'est chouette là. La recette est secrète et perfectionnée depuis 3 ans. On essaye de faire un régime équilibré tel qu'elle pourrait le trouver dans la nature. On est sur des animaux d'élevage, donc il faut quand même rester sur un aliment équilibré pour qu'elle puisse grossir de façon homogène. En une dizaine de jours, la larve est devenue adulte, prête à être broyée une fois séparée des restes du compost. La ferme pilote met au point le processus qui est au carrefour de l'élevage classique et des biotechnologies. Il s'agit quand même de mettre au point un produit final de qualité nutritionnelle, disons, et de qualité sanitaire également. Et comme chez Mutatech, on pense circuit court, des larves sont gardées pour produire des mouches qui donneront d'autres larves. Et confiante dans sa recette, la ferme expérimentale se dit maintenant prête pour produire en quantité industrielle. De la zénitude pour refermer cette édition avec des cours de yoga pour les petits, car comme leurs parents, les enfants ont eux aussi besoin de se détendre. Démonstration à Paris. Ici, on n'est pas là pour faire la sieste. Dans cet atelier, les jeunes yogis apprennent d'abord à ressentir leur corps. Allez, on s'étape partout, on a des cheveux. Avec le bout des doigts. Posture de la montagne, du chat et salutations au soleil, ils découvrent les bases d'une discipline exigeante, toujours en s'amusant. Voilà, très bien. Des fois, on fait comme un petit chien et on fait ça. Lise enseigne depuis 5 ans et pour elle, la pratique du yoga commence souvent en famille. Une dizaine de fois. On a de plus en plus d'élèves. Moi, je donne des cours à des tout petits. Et à partir de 18 mois, les parents restent bien sûr au cours et ils sont hyper contents que leur enfant fasse le yoga qu'eux peuvent aussi pratiquer dans leur cours pour adultes. Maria et ses 2 fils sont venus tester une séance de Thai yoga. Ensemble, ils profitent des bienfaits de cette pratique adaptée à tous les âges. Je voudrais leur donner la possibilité d'apprendre à se recentrer, respirer et être soi-même. Le soir, des fois, j'ai des petites angoisses et ça me calme. Ils sont aussi soumis au stress, aux émotions, voilà, au bruit, à tout ce qui les entoure. Et finalement, ils ont besoin aussi de pouvoir se poser, de se retrouver. Et je pense que c'est pour ça tout simplement qu'ils viennent un petit peu plus vers le yoga. Il y a plus de 2 millions d'adeptes du yoga en France. Cours, littérature, il y en a aussi pour les grands enfants.